Bonjour tout le monde. Rebonjour. Re-hi, I guess. Donc, dernière présentation de ce panel. This is our last presentation by Tony Papp. He's assistant professor at the Department of Media Studies at the University of Amsterdam. His research focuses on the aesthetics of contemporary television and participatory media culture. Donc, à vous la parole. Thank you so much. I prepared in French, and so the larger part of my presentation will be in French, but I integrated the advice from the organizer's email, which was to include a sort of a translation in the slides. So on the right-hand side, you'll find my paper sort of in bullet points, and you can engage in this presentation by sort of recreating your own version of this talk in your head. I'll also do my few introductory remarks in English, so you'll have a sense of what's going to happen. I would like to contribute to this conference by talking about giving you a case study, basically, of Skam, a Norwegian television series, to think about form, and I mean aesthetic form, as I already mentioned earlier. I would like to more specifically think about the way in which the series creates or suggests a kind of real-time narration. And my argument will proceed as follows. First, I'm going to describe the series a little bit, and then I will look at the way in which the real-time conceit of the series creates a very particular and intensive form of suspense. And afterwards, I'd like to also look at the way in which the series and the fans of the series use the intervals between the episodes, because there's some interesting usages there. I think actually in terms of engagement, I will be covering everything that Elizabeth mentioned in her typology. And I would also like to sort of think about what Jean-Pierre Eskenazi said this morning, because I think this is a web series largely. And I think actually that here the web perhaps, hopefully, succeeds in creating a singular aesthetic experience, which, if I understood you correctly, you were questioning this morning. And so that will then allow me to think about the notion of aesthetic form. What is the form of this TV show? How do we need to start thinking about form differently, perhaps, because of these kinds of transmedia storytellings? So I will start with a case study, but I will get to the theoretical, conceptual concerns that we're here for. Ok, et là je continue en français. La série Skam, dont le titre signifie honte en norvégien, est produite par et diffusée sur la chaîne de télé. Ah non, je vais. First of all, I'm also gonna because now you're back, Marta. Thank you for having me. La série Skam, dont le titre signifie donc honte, est produite par et diffusée sur la chaîne de télévision publique norvégienne NRK P3 depuis 2015. La série raconte la vie d'un groupe d'adolescents qui fréquentent le même cégep ou lycée à Oslo. Je pense que j'ai mis ça ici. Ouais. Et il y a eu jusqu'à date 3 saisons dont chacune couvre à peu près un semestre de cégep. Et donc, vu que le cégep norvégien dure 3 ans, on peut s'attendre à 6 saisons au total. De plus, chaque saison met en avant et en vedette l'un des personnages dans ce groupe d'adolescents. Et dans ma présentation, je vais me pencher sur la 3e saison, donc sur ce personnage d'Isaac que je vais mentionner plusieurs fois. De prime abord, les intrigues de la série sont assez conventionnelles. Les personnages tombent amoureux et ils se quittent. Ils ont des problèmes avec leurs parents, etc. Mais ceci dit, la série couvre également des sujets plus importants et urgents comme l'islamophobie, l'homophobie et les troubles psychiques. Et je reviendrai là-dessus plus tard quand je parlerai des échanges et des conversations suscitées par la série, notamment sur les médias sociaux. Mais le caractère vraiment innovateur, je dirais, de Skam repose sur sa forme narrative. L'intrigue est racontée à travers des courtes vidéos, des textos ou messages sur Facebook, ainsi que sur les comptes Instagram des personnages fictifs. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce site, ici, les personnages ont chacun leur propre compte Facebook et Instagram que vous pouvez suivre.
Et la série la série elle-même est la série elle-même est une sorte de newsfeed qu'on peut voir donc sur ce site web. Le dernier épisode est toujours en haut et puis les épisodes précédents sont en bas. Donc voilà, vous pouvez suivre la série entière en suivant ce newsfeed. Ce que je trouve intéressant là-dedans, ce n'est pas tellement la question de la distinction entre fiction et réalité, distinction qui pourrait être brouillée par le fait qu'ils ont leur propre compte Facebook, disons. Je dirais que ça se comprend assez facilement. Je veux dire, les spectateurs comprennent que c'est de la fiction. Ce qui est intéressant, c'est que la fiction est distribuée à travers des médias de communication, donc des textos et les comptes Instagram. C'est-à-dire, bon, vous savez, un texto, on l'envoie et puis l'autre personne le reçoit. Sur Instagram, vous mettez une photo et puis tout le monde peut la voir. Donc, Scam essaie de cette manière-là de recréer ce caractère immédiat des technologies de communication dans la narration de la série. Et j'ai d'autres petits exemples. Ah ouais, on est de retour ici. Donc, vidéo, photo Instagram et les textos dans le Facebook Messenger ici. Sur la droite, donc, vous voyez que le personnage Magnus a envoyé un message à ses amis Madi, Jonas et Isaac à 14h35. Vous pouvez voir ça en haut? Oui, ça se voit. 14h35, le 16 décembre 2016. C'est en fait avec cette journée-là qu'on va rester dans ma communication. Et cet échange est mis en ligne sur le site de la série à 14h35, le 16 décembre 2016. La même chose vaut pour les photos sur Instagram, les vidéos qui sont publiées sur le site web, etc. Tout nous donne donc l'impression que l'histoire que nous suivons se déroule maintenant. Et j'espère que le principe est clair, mais je vais mieux l'expliquer à l'aide d'un exemple. Mais je voudrais déjà, en regardant cette petite vidéo, essayer de répondre à la question suivante. Quels sont donc les effets esthétiques de cette temporalité spécifique, du temps réel? Oui. On va démarrer là. C'est assez banal comme petite scène. Hei! Hallo, Brisse. Jeg tenkte å spørre deg, for jeg skal sende ut invitesen da. Så jeg har lyst til å spørre deg om vi kunne ha vorset litt tidligere. Nei, jeg skal ikke ha noe fors. Hvorfor ikke? For det kan jeg ikke, fordi jeg bor sammen med andre mennesker, og de har ikke lyst til å ha noe fors hjemme hos seg. Men jeg snakket med Eskil og han, så det var helt greit. Selvfølgelig synes han det er greit, men jeg har jo snakket med Linn. Og Linn har ikke lyst til å ha noe vors hos seg. Ærlig talt, Isak. Hva vil egentlig Linn? Linn vil ingenting. Linn er dypt deprimert. Jeg mener faktisk at du som bor sammen med henne burde ta et ansvar for at hun kommer seg ut og sosialiserer seg litt. Ta det ansvaret! Du hoster på fredag klokka 6. Alors, scène vraiment très simple. Il y a deux amis qui planifient une fête pour le vendredi suivant. Mais donc, je voudrais déjà, à l'aide de cet exemple, réfléchir sur la temporalité de cette série. D'abord, la série n'a pas d'horaire fixe. Les courtes vidéos comme celle-ci peuvent être mises en ligne à n'importe quel moment, mais toujours au moment où ces événements ont supposément lieu. Dans ce cas-ci, donc un lundi matin à 11h53. Nous pouvons donc présumer qu'une grande partie du public adolescent norvégien regarde cette scène à l'école pendant la pause de midi. Les récits s'insèrent donc dans la vie quotidienne des spectateurs et l'interrompent même. C'est ici que je devrais mentionner que la série a connu un succès fou en Scandinavie. Par exemple, j'ai un ami danois qui m'a dit qu'il ne connaît personne au Danemark qui ne suit pas cette série d'une manière ou d'une autre.
Et je dis cela parce que, pour expliquer dans le fond que quand une telle vidéo sort, c'est de ça qu'on parle et ça interrompt vraiment le quotidien des gens, de sorte que par exemple les professeurs de cégep en Norvège ont dû intégrer la série dans leur enseignement afin de pouvoir faire leur travail. Parce qu'il y a aussi des épisodes qui sortent en classe, donc en cours, donc ça interrompt vraiment le cours des gens. Imaginez donc qu'en tant qu'enseignant, par exemple, que votre cours pourrait être interrompu à n'importe quel moment par la narration en temps réel d'une série télévisée ou d'une web-série dans ce cas. Si. Cet aspect de la temporalité de la série crée donc de l'anticipation et en même temps une appréhension d'une possible interruption imminente. Dans les forums et sur les sites de médias sociaux, beaucoup de spectateurs témoignent du fait qu'ils sont constamment en train de rafraîchir le site web de la série pour voir si quelque chose de nouveau y a apparu. Et c'est ça le premier aspect de la temporalité de Scam que je voudrais soulever à l'aide de cette petite scène. L'autre aspect concerne la gestion des attentes que nous voyons dans la scène même. Comment est-ce que la scène fait cela? En nous annonçant qu'il y aura une fête le vendredi suivant. Et là, vous pouvez peut-être déjà imaginer, c'est toujours lorsqu'il y a une fête qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc Isaac, lui, il pourrait par exemple rencontrer la fille qui est amoureuse de lui ou le garçon dont il est amoureux. Donc situation très, très compliquée. Et tout amateur ou connaisseur de la série comprend donc tout de suite que la prochaine péripétie dans l'intrigue se passera ce jour-là. Et donc, les spectateurs commencent à languir après cette fête de vendredi. C'est donc de cette manière-là que la série crée de la teenage angst, disons, et du yearning, là, j'ai mis ça, pour les prochains événements, et nous fait attendre jusqu'à vendredi comme il faudrait attendre dans la vraie vie, disons. Ce sont donc ces deux aspects de la narration en temps réel, le manque d'un horaire fixe qui fait que le récit s'insère parfois de manière inattendue dans l'expérience vécue du spectateur, d'un côté, et de l'autre côté, les longs arcs d'anticipation qui constituent le suspense singulier de la série. Et à mon avis, ce n'est pas la même chose que le suspense créé par exemple par un cliffhanger, par exemple, qui sert donc à garantir que le public soit à l'écoute la semaine suivante. Le suspense que crée Scam est beaucoup plus intensif, je dirais, du fait que l'émission est always on, du moins potentiellement. C'est grâce à ce rapport toujours actif que la série réussit également à activer les intervalles entre les mini-épisodes qui sont effectivement publiés. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Dans ces intervalles, il y a un engagement énorme des amateurs de la série. D'abord, il y a tout un travail de traduction qu'entament les spectateurs norvégiens pour le public international. L'extrait que vous venez de voir, par exemple, a été sous-titré par un adolescent norvégien. De même, les amateurs de la série commencent à traduire les textos dès qu'il y en a un qui apparaît en ligne. Ici, vous voyez une traduction. À quoi cela ressemble? À gauche, j'ai mis une suite de tweets qui ou bien demandent une traduction ou bien expriment de la reconnaissance pour une traduction. Et à droite, vous avez une traduction en direct sur Tumblr de l'échange de textos entre Magnus et ses amis que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, en bas de l'image, l'usager Isaac et Evan traduit en temps réel. Bon, autant que possible. Dans plusieurs pays, les amateurs ont également contacté des journaux pour demander aux journalistes d'écrire sur Scam. Voici à quoi cela ressemble. Donc, quelques captures d'écran d'articles qui sont le résultat de ces activités. Vous voyez donc que ces initiatives ont contribué au succès international également de la série. En troisième lieu, et à mon avis c'est l'usage le plus important, pour la forme de la série,
Les intervalles entre les mini-épisodes suscitent de la spéculation sur le développement de la série, ainsi que des conversations sur les sujets clés de la saison en question. Dans la troisième saison, c'est surtout l'homosexualité et le coming out de Isaac et le trouble bipolaire de Evan. Une fois qu'on a commencé à suivre la série dans tous ces chemins croisés transmédiatiques, ces discussions-là font partie intégrante de l'expérience de Scam. Et c'est donc ça un peu mon argument, que la forme esthétique, c'est vraiment tout cela. Et ces échanges sont aussi assez remarquables pour la profondeur et la complexité qui sont accordées à ces sujets. C'est 15 minutes, ça? Oui, c'est ça. Ouais. Parfait. Ici, donc, deux réactions concernant le trouble bipolaire de Evan et la manière dont ce trouble est traité dans la série. À gauche, une longue spéculation sur les motivations et le comportement du personnage bipolaire. À droite, une réflexion plus générale sur la capacité à aimer des personnes bipolaires et les défis que ces personnes-là affrontent quand ils sont en relation. L'anticipation du prochain mini-épisode est donc doublée ou encore intensifiée par l'urgence évidente des sujets que la série met en jeu. Selon la scénariste en chef de la série, Julie Andem, ces discussions-là jouent un rôle important dans l'écriture du scénario qui suit également la dynamique du temps réel, jusqu'à un certain degré au moins. Donc elle intègre les commentaires des fans. Alors, tout ce que je viens de dire et de décrire, la temporalité de la série, son aspect transmédiatique, la participation des fans, l'intégration de cette activité dans la scénarisation, soulève la question plus générale et plus théorique de savoir où nous devrions situer ou délimiter la forme de Scam. D'abord, il me semble que nous devons congédier toute notion de forme qui se limite à décrire ou à comprendre la forme comme quelque chose de fixé ou de stable. Il nous faut un concept qui rend compte du dynamisme formel dont Scam fait preuve et qui est capable d'intégrer de manière continue et spontanée les différentes composantes qui émergent dans le processus de formation. Ensuite, je dirais que nous devons considérer la notion de forme du point de vue de l'expérience esthétique, au lieu de comprendre la forme comme un attribut d'un objet. Dans la théorie esthétique, il y a plusieurs concepts qui permettent de faire cela. Suzanne Langer, par exemple, parle de semblance, ce qui est souvent traduit par apparence en français. Jean-François Lyotard et Gilles Deleuze ont chacun leur propre conception du figural, qui me semble aussi appropriée. Ces concepts-là permettent donc de décrire le mouvement abstrait produit par une œuvre d'art. L'apparence ou la figure esthétique que dessine Scam ne se réduit pas à la constellation apparemment incohérente de bribes narratives éparpillées à travers les différents médias. Elle correspond plutôt à la consistance expérientielle impressionnante qui émerge de cet agencement narratif dynamique. Autrement dit, l'expérience de Scam a quelque chose d'informe, pour utiliser l'expression de Georges Bataille. Et c'est cela qui fait la force de la série. Et donc, comment est-ce que je décrirais la forme dynamique de Scam? Je dirais donc, et ça c'est mon point ici, je dirais que la forme dynamique de Scam consiste dans les rapports affectifs d'anticipation et d'urgence qui se propagent dans le vécu même des spectateurs. Au fait, je dirais que c'est justement cela, ce mouvement abstrait d'attention, d'attachement et d'anticipation que les créateurs de la série essaient de composer, de former. Et là, pour conclure, au cours de la 3e saison de Scam, les créateurs ont été surpris par leur propre succès. Plus la 3e saison avance, plus il y a des méta-commentaires dans les mini-épisodes qui laissent entendre que les créateurs craignent perdre le contrôle sur la modulation continue du présent qu'ils performent. C'est comme si l'activité impressionnante des fans aurait fini par usurper le moment présent des créateurs. C'est comme si les créateurs sont eux aussi emportés dans le mouvement abstrait ou esthétique qu'ils composent.
Donc pour conclure, je vous montre la toute fin de la 3e saison qui contient un métacommentaire assez didactique, je dirais. On est toujours le 16 décembre 2016 et c'est la fête de Noël des amis. Isaac parle à Eva de comment sa relation avec Evan, qui a ce trouble bipolaire, l'a changé. Et je vous invite à faire attention à ce que Isaac désavoue dans cette scène. So pay attention to what Isaac is disavowing in this scene. Je clique ici. Jeg levde fake før det. Jeg lå jo bare hjemme og så på Narcos og game og sånn. Det er ferdig med nå, vil jeg at livet skal være ekte. Selv om det innebærer at noen ganger helt for jævlig, så er det mye bedre enn å ha det fake og kjedelig. Det er bare sagt. Det er litt sånn klisjé å si, men man vet jo aldri hvem som er død i morgen. Liksom. Og om du tror på Allah eller Jesus eller evolusjonsteori eller parallelle universet, så er det jo det var en ting vi egentlig hadde vet, helt sikkert. Hva er det? At livet er nå. That life is now, que la vie se passe maintenant. Et le maintenant tombe sur un écran noir qui dit fini les images là. Donc Scam relâche ou libère le moment présent que la série avait occupé pendant des mois. Les créateurs sont évidemment conscients de la puissance de la narration en temps réel qu'ils ont créée. De l'autre côté, je dois avouer que j'étais assez perplexe et même déçu quand j'ai vu cette scène. C'est comme si les créateurs nous disent là maintenant, fichez-nous la paix et allez vivre votre vie au lieu de la gaspiller avec les médias. Et Isaac, il donne son visionnement de Narcos et les jeux vidéo comme exemple d'activité qui mène à une vie qui est fake, donc qui n'est pas vraie. La série finit donc par imposer une distinction entre une vie vraie, parce que non médiatisée, d'un côté, et de l'autre côté, la fausse vie médiatisée. C'est décevant parce que s'il y a une chose que la série démontre, c'est que la vie aujourd'hui est médiatisée à travers cette narration transmédiatique. Et elle montre aussi que ce n'est pas toujours pour le pire. Dans l'intrigue même, il y a plusieurs moments où Evan réussit à socialiser, à sortir un peu de sa dépression grâce à des jeux vidéo multijoueurs. Et de plus, la série elle-même a permis à sa communauté internationale de fans d'avoir des échanges importants sur le coming out, l'homophobie, l'islamophobie et les troubles mentaux. Donc, puisque les médias forment nos vies aujourd'hui, je dirais qu'il ne sert à rien de les condamner comme ça. Il s'agit plutôt, pour nous, d'identifier les effets et productifs et nuisibles des médias et de les infléchir notre usage des médias afin de rendre nos existences médiatisées aussi vivantes que possible. Merci. Je vous remercie beaucoup. J'ai rarement fait l'expérience qu'on me prouve que j'ai tort en une après-midi. Oui, là vraiment on a l'invention d'un nouveau format. Vous avez tout à fait raison. On a quelque chose de nouveau qui se déroule que je ne connaissais pas. Donc je suis très content de l'avoir rencontré. Plus profondément, sur les séries en général, sur les formats sériels en général, je crois que sur les formes sérielles, pour utiliser le terme que vous avez utilisé, donc qui particularise les choses, je pense que les séries, c'est un art du temps de toutes les façons. C'est un art de composer le temps. Et donc, je vous suis entièrement sur la manière dont vous définissez esthétiquement cette série-là par un certain contexte temporel qui finit par englober
les spectateurs, et non seulement les spectateurs, mais le contexte de vie de ces spectateurs. Vous parlez des enseignants qui sont obligés d'interrompre leur cours quand quelque chose arrive à l'intérieur de la série. Donc c'est même le contexte de vie des enseignants. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis également tout à fait d'accord pour l'idée d'une esthétique dynamique que vous avez développé. Je suis tout à fait d'accord. Parmi vos références, je pense que chez Deleuze, vous trouverez vraiment tout ce que vous voulez de ce point de vue-là pour développer ça. J'ai envie de demander, poser comme question, là, en effet, pour les séries, aujourd'hui, il a depuis 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur ce point. Il me semble évident que les séries, en général, même depuis l'origine, travaillent sur des temporalités, travaillent sur une question d'esthétique du temps. Donc, je suis plus tellement prêt à discuter sur ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que, d'une certaine façon, la question du temps est très négligée très souvent en esthétique? Parce que, imaginons un roman... Négligé, vous dites? Négligé, Ok. oui. C'est vrai que les romans nous restent dans l'esprit, nous hantent, nous reviennent, que les œuvres construisent un temps propre. Et là, vous venez de démontrer particulièrement une forme particulière de temps qui est liée à cette série-là, liée sans doute à la mutation. Cette fois-ci, on peut employer mutation de manière précise et logique, mutation sur le transmédia. Oui, je suis d'accord que peut-être la question est un peu négligée. Peut-être pas tellement dans les 10-15 dernières années, je dirais, parce qu'on a ces travaux que Mélanie a mentionnés de Jason Mittel qui parle de la complexité narrative et donc des temporalités complexes aussi. Mais même avant, on avait par exemple le soap opéra qu'on a négligé et qu'on a condamné pour être trop simple. Mais si on regarde de près, en fait, il est très complexe. Il y a des gens qui reviennent des morts et les gens, je sais pas, il y a toute chose qui peut arriver dans un soap opéra. Et donc, oui, je pense qu'il faut faire attention à cela aussi. Les soap opéras ont par exemple aussi un rapport assez intéressant à l'avenir. Donc, cette attente aussi, l'anticipation, tout cela, ça joue dans toute narration sérielle, je dirais. Oui, tout à fait. Ce qui démarque un peu cette série-là, pour moi, c'est vraiment l'aspect temps réel qu'on trouve, je ne sais pas, si vous avez d'autres exemples, j'aimerais bien les entendre, mais ça ne se trouve pas aussi souvent ni dans les séries télévisées, ni dans les feuilletons, je dis les romans feuilletons, je dirais. Et donc c'est par là que je voudrais donc démarquer. En tout cas, merci beaucoup. I thank you. It was so interesting. One thing is still mysterious for me is, you mentioned the fact, because I remember Jason Mitchell, he was very sad about binge watching because he was saying that it destroys this art of the writers who adapt sometimes in a week their shows. But, I'm fascinated about, how it can change very fast. So I'm wondering if you could give us examples where, because, if all the teenagers start to comment on something on the different medias, it can go overwhelming very rapidly, I mean, if I stop watching the series for maybe one day, I might not be able to catch up, to understand, So, you have some more examples about the way they adapt the screenplay to the comments? From the series, sure. So first of all, you're totally right. I found this at the end in December, 16 September. I was really happy that it was over because I was so exhausted. Because when there's good moments, you actually are, I'm in my 30s, but I'm still like refreshing and thinking, oh, what's going to happen next? And it's really like a media exhaustion that you're feeling. The Julie Andem, the head writer, she talks about integrating the comments really in terms of main storylines, so that at the beginning of in the first season, for instance, there was a relationship between Eva and someone else.
I don't remember the name right now, but based on what the fans were saying, she actually split them up at the end of the season, so that fans felt that this was an unhealthy relationship, and so it would be more gratifying for them to really see, at this person, those people should go different ways, and so those are ways in which the comments are integrated in terms of content. But then there are also all these meta commentaries, and there's many more. So, for instance, at one point in the series, Evak becomes, like, instead of talking, how they talk about Brangelina or something like that. So instead of talking about Evan and Isak, they talk about Evak. And there's a whole bit of an episode where they talk about this way of treating relationships. What does that mean? How do you sort of fuse to people? Do you want to be fused into a relationship unity like that? And so there's some interesting meta commentaries on also fan practices in the series. Does that? Yeah, but if I understand you correctly, they take that into account when they're writing the next episode. Yeah. So they're changing. So I was wondering, my daughter, she's doing her homework with Instagram, Facebook open, and their FaceTime. They're discussing it's live. They're all in their different houses. So I imagine the same thing with a story like that is engaging for a bunch of people. And I say, you mean people were able to comment? So I would have been able to comment on the show, and the writers would take that into account to a certain extent. Yeah, that's what she says. Huh? And we always have to think this is the producer telling us what she's doing, selling us her show, basically, to a certain extent. But yeah, there's that's what the idea is, that to a certain degree, certain dialogues can still be adjusted, and perhaps even main storylines can be adapted to not necessarily satisfy the fans, but to sort of make them think, because there's some didactism in the show also about relationships and all that. OK, ça va être les deux dernières questions, donc derrière. I'll ask my question in French. Vous avez souligné que, en montrant que le récit se diffuse sur différents médias, de ce fait-là, le public va le suivre de manière très engagée. Mais est-ce que ça ne vient pas questionner la façon dont on se définit comme fan? Comme tout à l'heure, Mélanie en parlait en disant il y a 5 activités des fans qui sont soit liées à la contribution, soit liées à la prise à partie d'une forme de conversation. Mais là, le fait de suivre le récit, on est forcément engagé. Certains vont écrire, contribuer, mais d'autres pas. Pourtant, ils sont quand même des fans de la série. Alors, est-ce que ça ne vient pas questionner notre conception de ce qu'est un fan? Et finalement, il n'y aurait pas nécessairement besoin de cette activité de contribution. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais qu'il y a toujours différentes sortes de fans. Hein. Il y a ceux qui sont vraiment engagés et ceux qui suivent tout simplement de manière immergée. Est-ce que ça vient questionner la distinction que nous faisons je dirais non, parce qu'il y en a qui vraiment font des productions, des cosplay, des trucs comme ça, qui sont vraiment qui demandent un grand engagement. Et il y en a d'autres qui suivent de manière moins intense, moins engagée, mais ça peut toujours être une expérience de visionnement très plein de suspense, par exemple, moins productif en termes de commentaires, par exemple, mais toujours une activité de fan. Peut-être qu'il y a une gamme aujourd'hui. Hein. Je veux dire, toute personne qui met un tweet sur Twitter n'est pas forcément un fan vraiment investi dans une série là, qui va faire des costumes et aller à des conventions et tout ça. Donc il y a différentes formes, des gradations, peut-être des degrés de fandom, je ne sais pas. Ce n'est pas mon champ de recherche. En tout cas, moi, je ne serais pas quelqu'un qui voudrait couper entre cette sorte de fan et tel autre pour garder une certaine clarté théorique qui n'existe pas dans la réalité.
Oui, moi c'était pour revenir justement sur la série télé comme art du temps. Donc je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Mon Dieu, j'ai le cœur qui bat de dire ça, désolé monsieur Eskenazi. Puis aussi avec votre titre, je pense que plus que jamais, en fait, là, surtout dans cet exemple, c'est aussi un art de l'espace. On voit à quel point la série investit autant l'espace social sur les réseaux sociaux, l'espace domestique. Bon, ça c'est pour n'importe quelle télé, là, on parle du salon, mais là on parle même de l'espace public, la classe. Donc voilà, c'est simplement pour... je sais qu'on a 20 minutes, fait que là c'est ce que je reprocherais aussi à votre titre. De parler de temps avant tout. Je trouve que c'est un excellent exemple qui prouve que la série télé investit non seulement l'espace, mais des espaces. On pourrait même en faire une typologie. Puis ça, voilà, ça rejoint aussi un peu l'outil que Martha présentait tout à l'heure. Je pense qu'on voyait à quel point la série télé investit encore un autre espace, l'espace mondial. On attend la traduction de cette série-là avec impatience. Fait que, voilà, je voulais savoir ce que vous aviez à dire là-dessus. Oui, je trouve ça assez intéressant comme commentaire. Je suis en train de donner un séminaire sur la télévision et l'art en ce moment, et les étudiants m'ont fait la même reproche un peu. Et je pense que c'est peut-être ceux qui font des études télévisées depuis quelques années déjà, on nous m'a inculqué d'une certaine manière que la télévision est un médium du temps. Donc c'est toujours ce qu'on dit. Le cinéma, c'est peut-être, ça porte sur le plan, il faut l'analyser. L'image dans la télévision n'est pas tellement intéressante. C'est un médium qui parle et donc qui continue à parler. Et oui, je suis d'accord qu'il faut peut-être changer cela. Il y a de vieilles tentatives de théoriser la télévision comme un art de l'espace. Par exemple, Lucio Fontana en Italie, dans les années 50, il a développé une théorie de la télévision comme art de l'espace. Et peut-être que, oui, nous devrions revenir sur ça, et moi je devrais le faire aussi. C'est juste que mon intérêt de recherche, c'est l'esthétique, et en fait, l'expérience esthétique du temps. Et donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Bon, ben, merci à nos présentateurs. Thanks to all our presenters. Donc, vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres à Mélanie, Liz et à Tony pour la suite des choses. Merci pour votre présence.